Dans l'œdème intrarétinien, pour protéger de l'œdème, on a plusieurs garde-fous. On a la barrière hémato-rétinienne interne avec les parois des capillaires. On a la barrière hémato-rétinienne externe avec l'épithélium pigmentaire. Entre les deux, il y a les cellules de Muller qui ont un rôle non seulement structurel, mais aussi un rôle déshydratant. Ça va pomper, on va revoir ça. Et puis des cellules microgliales qui ont un rôle immunologique et qui, lorsqu'elles sont tranquilles, dans leur forme dendritique, sécrètent des chémokines régulatrices, alors que lorsqu'elles sont stressées, un peu comme moi, elles sont en boule et elles deviennent toxiques. Là, vous avez les cellules de Muller qui, normalement, par l'aquaporine 4, réabsorbent l'eau et les sels minéraux qui sont en excès. Et puis, lorsqu'il y a un stress, eh bien, ça n'absorbe plus rien. Et en fait, comme ça n'absorbe rien, il y a plus de cellules, plus de d'oligo-éléments à l'extérieur, et du coup, ça fait un premier cercle vicieux. 3 origines, à travers les jonctions serrées, intracellulaire, entrée d'apoptose, l'eau qui est à l'intérieur des cellules se retrouve dans l'espace extracellulaire, et puis plasmatique via l'épithélium pigmentaire. Tous ces marqueurs d'inflammation contribuent à l'œdème, infiltration des macrophages, augmentation de l'adhésion des lymphocytes, tout un tas de cytokines qui sont sécrétées. On va faire pathologie par pathologie. Dans les occlusions veineuses rétiniennes, la baisse du flux sanguin entraîne une hypoxie. L'hypoxie entraîne une sécrétion d'angiopoïétine 2, de PLGF et de VEGF. L'angiopoïétine 2 active taille 2. Ces 3 trucs-là entraînent directement une rupture de la barrière hémato-rétinienne. Mais aussi, le VEGF et le taille 2 activent les récepteurs à VEGF 1 et 2. Le récepteur à VEGF 1 génère un chimiotactisme et une adhésion cellulaire qui va aggraver la baisse du flux sanguin, et on a un petit cercle vicieux ici. Je n'ai pas mis des cercles partout parce qu'après ça devient fatigant. Là, il y a une hémorragie. Quand on a des hémorragies, ça génère une inflammation dans l'espace extracellulaire avec des cytokines pro-inflammatoires qui vont donc aggraver la rupture de la barrière hémato-rétinienne. Mais aussi, les adhésions cellulaires entraînent une inflammation en elles-mêmes, et le récepteur 1 au VEGF active les cytokines pro-inflammatoires, alors que le VEGF2, le récepteur 2, fait pareil, active via la NF-κB. Et tout ça génère un œdème maculaire. Il y a eu des études qui ont été faites sur la concentration des médiateurs dans la cavité vitréenne, et on voit que par rapport au contrôle, il y a plus de médiateurs d'inflammation dans les cavités vitréennes, que ce soit dans les occlusions de branches ou dans les occlusions de la veine centrale. Qu'est-ce qui se passe à long terme? Il y a une diapédèse des leucocytes qui restent à l'extérieur, qui ont sécrété des cytokines, des chémokines et des facteurs anti-angiogéniques, et il y a la rupture de la barrière hémato-rétinienne qui va entraîner la diffusion. Les anti-VEGF agissent sur les facteurs angiogéniques et réparent bien la barrière hémato-rétinienne. Les corticoïdes ont un peu moins d'effet sur la barrière hémato-rétinienne et les facteurs angiogéniques, mais ils ont un effet sur les cytokines et les chémokines. En 2008 avait été publié ce papier que j'ai gardé en tête, où en fait il y avait restauration des jonctions serrées par des injections de corticoïdes. En 2020, il y a une étude, une méta-analyse mini-maker sur 116 études qui ont repris des études sur les occlusions veineuses et qui ont montré, voyez en bleu marine, qu'il y avait la plupart du temps une augmentation des lymphokines ou des chémokines pro-inflammatoires, avec une altération de la fonction tissulaire, des lésions tissulaires. L'inflammation devient une inflammation chronique. Toutes ces données confirment le rôle des chémokines pro-inflammatoires dans les occlusions veineuses. Pour l'œdème maculaire diabétique, l'hyperglycémie génère du glycérol. Le glycérol active la phosphatidine kinase qui va générer une vasoconstriction, une hypoxie. On retrouve notre angiopoïétine 2, on retrouve des cofacteurs d'inflammation qui vont activer le VEGF. Mais il y a aussi, j'ai fait 2 trucs d'un coup, c'est pas grave, une activation des récepteurs à histamine des parois vasculaires qui vont générer un trauma endothélial. À cause du trauma endothélial, les péricytes qui étaient là vont quitter les parois vasculaires. Vasoconstriction, hypoxie, un petit cercle vicieux ici. Et d'un autre côté, on a aussi une action là, un petit cercle vicieux. Les protéines glyquées vont aussi générer un trauma endothélial.
Il y a aussi, par l'hyperglycémie chronique et par l'action sur le rein, une activation de la rénine-angiotensine qui va générer une surexpression de l'angiotensine 2 qui va augmenter la sécrétion de VEGF. Tout ça désorganise la barrière hémato-rétinienne. Les oxydations par saturation des enzymes antioxydantes, les saturations des lipides, les oxydations des lipides entraînent un stress oxydant, une accumulation de protéines acides qui vont augmenter la sécrétion de VEGF. Et même, par action osmotique, il y a une déstabilisation du vitré qui va entraîner une activité de la métalloprotéase qui va être augmentée, des tractions maculaires déjà en soi, et après on sait qu'il y a beaucoup de membranes épirétiniennes chez les diabétiques, et tout ça va aggraver l'œdème maculaire diabétique. La même étude Minaker, mais faite en 2022 sur le diabète, toujours rechercher les concentrations dans l'humeur aqueuse et dans le vitré des cytokines inflammatoires dans 128 études sur 4000 et quelques yeux avec des OMD. Pareil, on retrouve beaucoup d'augmentation des cytokines pro-inflammatoires et en particulier ces 4-là. Et on a donc vraiment un rôle de l'inflammation dans la physiopathologie de l'œdème maculaire diabétique. Et la DMLA. On a tout un tas de facteurs, je pourrais détailler, mais on n'a pas trop le temps, qui génèrent ce qu'on appelle des inflammasomes. Lorsqu'on a un stress oxydatif, ça altère l'épithélium pigmentaire, la membrane de Bruch, la chirurgie capillaire, les dépôts amyloïdes génèrent, ça se dépose en drusène, et là, ça fait une inflammation qui va augmenter le stress oxydant. De l'autre côté, lorsqu'il y a une hypoxie, angiogénèse qui va augmenter le stress oxydant. Lorsqu'il y a inflammation, il y a au départ des réparations de l'ADN, mais lorsque c'est dépassé, eh bien, il y a une mort cellulaire. Du temps où on enlevait les membranes néovasculaires, on les avait analysées, on avait vu qu'il y avait des infiltrations de macrophages et polynucléaires dans les membranes. On sait depuis longtemps qu'il y a une activation du complément avec les variations du facteur H qui perturbent la voie alternative du complément. On sait maintenant, dans les DMLA atrophiques, que le pegcetacoplan, qui inhibe le facteur 5 du complément, réduit l'aggravation de la DMLA atrophique, alors que le Zimura, l'avancicaptate pégol pour les intimes, inhibe au niveau du C3. Pour ce qui concerne les DMLA néovasculaires, eh bien, en fait, tous ces VEGF sont pro-inflammatoires, augmentent la perméabilité vasculaire et la diffusion extracellulaire. Et c'est exprimé par des mononucléés infiltrants. Vous avez une rétine normale, levée de l'immunosuppression de l'épithélium pigmentaire, ce qui fait que des macrophages mononucléaires et des mononucléaires peuvent passer à travers le P, sous l'effet en particulier de la MCP1. Vous avez de l'autre côté migration des macrophages sous l'effet de NF-κB qu'on a vu déjà dans les réactions. Ça va générer mort des bâtonnets et perte des segments externes. Donc en fait, ces médiateurs inflammatoires agissent à plusieurs niveaux au niveau sous-rétinien. Les uvéites, on se doute bien que les uvéites, c'est inflammatoire. Il y a un certain nombre de médiateurs pro-inflammatoires, une perméabilité vasculaire qui est altérée, une rupture de la barrière hémato-rétinienne et souvent un œdème maculaire. Lorsqu'il y a rupture de la barrière, lorsqu'il y a augmentation de la perméabilité vasculaire, il y a une accumulation de liquide sous la rétine et un épaississement maculaire qui en résulte. Bref, on pourrait faire un ARMD que sur l'inflammation, mais voilà, j'essaie de vous brosser rapidement les phénomènes en cause pour que vous voyez que l'inflammation est un facteur important et qu'en fait, tout ce qui va pouvoir diminuer l'inflammation, finalement, pourrait, sinon guérir, du moins apaiser un peu ces pathologies. Je vous remercie. Merci. Tout un programme, c'est dans 2 ans.